Il y a un paradoxe en astrologie assez étonnant, à savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui s'occupent d'astrologie et que précisément ces femmes ne veulent pas que l'on travaille sur la dialectique masculin-féminin. Pour des raisons qu'on connaît, blocage, déni, etc. Donc finalement, ce refus de dialectique, ce refus de dualité, il est propre à la culture féminine actuelle en France. Ce qui signifie que dans les groupes d'astrologues marqués par une présence féminine importante, comme le groupe astrologie karmique Laurence Larzul, l'idée de travailler sur la dualité est complètement impossible, impensable, je dirais même, et on va essayer de trouver des substituts, d'autres dualités qui n'auront pas du tout la même implication, la même signification et le même intérêt. Je prendrai deux exemples des conséquences les plus graves de ce déni de dualité masculin-féminin. Et je dis bien masculin-féminin au sens de les hommes et les femmes et pas le masculin et le féminin ou le yin et le yang qui ne font sens que par définition, que par référence aux hommes et aux femmes et qu'on ne peut pas prendre comme ça dans une façon abstraite et allégorique. Bien que, évidemment, avec les mélanges actuels, beaucoup de femmes ont effectivement adopté des éléments masculins et beaucoup d'hommes des éléments féminins. Mais il reste que, à la base, la compréhension des comportements et des phénomènes passe par le fait d'assumer pleinement cette dualité des hommes et des femmes qui est extrêmement riche à exploiter. C'est pour ça que nous avons qualifié notre école d'astrologie, notre école de pensée astrologique, de sexocyclologie. Alors, les effets négatifs de ce déni, de ce refoulement de la dualité entre hommes et femmes, de ce refus de prendre conscience des spécificités du discours féminin, des spécificités des communautés féminines. Parce que quand des femmes sont ensemble, elles fonctionnent d'une certaine façon, mais elles n'en ont pas conscience apparemment. Donc ça va très loin tout ça. Je dirais deux choses. D'abord que refuser le masculin et le féminin, c'est en fait compte refuser la cyclicité. Ou plus exactement, se condamner à ne pas comprendre les vrais enjeux de la cyclicité. Les vrais enjeux de la cyclicité, c'est justement l'alternance des valeurs masculines et féminines, mais aussi des hommes et des femmes. Donc il ne s'agit pas de dire que les uns n'existent pas ou que les uns n'ont pas d'importance par rapport aux autres. Non, au contraire, la cyclicité répartit les rôles des uns et des autres, avec chacun sa spécificité, bien entendu. Et donc, comment peut-on décrire le cycle de conjonction et d'opposition, etc., entre deux planètes, puisque c'est telle est la mode, et moi je savais que je travaille sur les rapports entre planètes et étoiles fixes, eh bien, il fallait reconnaître qu'André Barbeau n'a jamais pris la peine d'intégrer la question du masculin et féminin dans sa description des cycles planétaires, ce qui est une erreur majeure. Alors, dire qu'il y a effectivement la phase de conjonction qui est plutôt une phase où le pouvoir masculin s'impose par rapport au peuple féminin, puisque la condition féminine est avant tout une condition collective, alors que la condition masculine est une condition singulière et personnelle, avec la tentation, bien sûr, de la part des femmes d'imiter et d'intégrer les valeurs masculines et de se prendre pour des hommes, c'est un autre problème encore. Et donc s'il y a la conjonction qui donne plutôt la faveur aux hommes, en revanche, l'opposé de la conjonction, c'est-à-dire le moment où les deux astres considérés sont au maximum d'éloignement l'un par rapport à l'autre, on peut parler d'opposition, mais ce n'est pas forcément une opposition, parce que ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe, il peut y avoir plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Alors là, au contraire, c'est le pouvoir féminin, c'est le pouvoir collectif, le pouvoir national, le pouvoir automatique, j'appelle ça, qui l'emporte.
Donc ça, c'est un premier point. Et donc, toute tentative de décrire une cyclicité sans passer par cette problématique masculin-féminin est vouée à l'échec. Et donc, forcément, on ne risque pas de dire des choses très intéressantes à ses clients. Deuxièmement, à propos des clients, précisément, qu'est-ce que viennent chercher les clients chez l'astrologue? Ils viennent chercher des discours, des explications, des descriptions. Et ça correspond à ce que j'appelle le syndrome de la caverne. C'est-à-dire, l'aveugle ne connaît le réel que parce qu'on lui en dit, parce qu'on lui en raconte. Et c'est assez amusant parce que l'autre jour, il y avait sur France Culture une philosophe, je crois qu'elle s'appelait Magali Besson, je ne veux pas déformer son nom, et qui disait dans un débat qui a eu lieu le 30 janvier à la Sorbonne, avec Adèle Van Rett et d'autres philosophes, que le réel était indissociable de ce qu'on en dit. Mais ça, c'est un discours typiquement féminin, mais elle ne s'en rend pas compte. Elle croit que c'est une évidence absolue, alors que c'est une évidence dans le psychisme, dans la psyché féminine. Et ces philosophes qui croient pouvoir dire des choses générales et universelles se trompent complètement. Il n'y a rien de général et universel au niveau du psychisme. Il y a une dualité du psychisme masculin et du psychisme féminin. Il faut prendre complètement conscience. Donc, la consultation astrologique, elle est là pour donner une grille d'explication à des choses qui se sont produites, mais en même temps, comme on vient de le dire, les choses qui se sont produites, on les perçoit, on les ressent à travers les explications qu'on en donne, et donc on n'en sort pas. On est dans un discours sur le discours. Par conséquent, la question n'est pas de dire des choses vraies. La question, c'est de dire des choses qui calment, des choses qui correspondent qui permettent de satisfaire l'exigence mentale et intellectuelle du client. Donc on n'est pas dans une problématique de vérification de quoi que ce soit. C'est beaucoup plus complexe que cela. Une problématique où le client est satisfait quelque part parce que l'astrologue lui en dit. Bon. Mais ça peut, vous voyez bien que ça dépasse très largement les enjeux scientifiques de l'astrologie. On est dans le langage, on est dans le discours. Alors que cette astrologie du thème astral, qui pour moi est une astrologie totalement périphérique et qui relève plutôt d'une gestion du pathos, de la pathologie, de la souffrance, du mal-être, bon, alors qu'on ne demande pas aux théories astrologiques, au sens plein du terme, d'être validées par cette pratique du thème astral et de la consultation. Ça n'a rien à voir. Alors là, on se trompe de pratique, hein, on se trompe de cours. Hein, la vérification de la théorie astrologique, c'est la théorie astrologique qui vérifie ce qui a été observé, qui met en équation ce qui a été observé dans le monde, au niveau du collectif. Donc on n'est pas dans le traitement de l'individuel, du personnel, qui est le fonds de commerce de la raison d'être de la pratique de la consultation. Donc si par pratique on entend la consultation à partir du thème astral, non, le thème astral ne dépend pas de la théorie astrologique, il dépend en revanche de toute une tradition de recettes, de techniques qui sont un peu en vrac, les maisons, les signes, les domiciles, les planètes, les aspects, tout ça c'est une espèce de bouillie comme ça, de bouillon de culture, et qui permet de produire du langage. Mais le problème, c'est qu'au fond, c'est plutôt ce que l'astrologue va dire d'intelligent et d'intéressant sur la personne qui va compter. De toute façon, comme on en a parlé à plusieurs fois dans nos colloques récemment, l'astrologue, il est libre de dire ce qu'il veut. Le client ne va pas vérifier si ce qu'il dit est lié à la carte du ciel ou pas. La carte du ciel va éventuellement inspirer l'astrologue, va lui donner quelques idées, des choses à dire pour parler au client, mais de façon extrêmement vague et floue. De toute façon, l'astrologue, il va traduire les choses dans son langage à lui, ou à elle plutôt, et finalement, ça apaisera le client, ça lui donnera une lumière,
voilà, une approche karmique, par exemple, de sa vie. Pourquoi il est arrivé ceci et cela à telle époque? Et à ce moment-là, pour la question des époques, oh, ben, l'astrologue il va dire, voilà, oui, ah oui, à tel moment, ben oui, ben, il y avait un carré ceci, tout ça, il trouvera bien quelque chose, de toute façon. Le client, lui, il n'y voit que du feu, mais on peut toujours trouver une configuration astrale à n'importe quel moment, de toute façon, c'est pas, il ne faut pas être très, très, très doué en astrologie pour y parvenir. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la pratique professionnelle de l'astrologie. Et quant au futur, ben, de toute façon, le futur, on l'induit quelque part par, comme on dit, ce sont les self-fulfilling prophecies, c'est-à-dire la prophétie qui se confirme par le fait que les gens qui l'ont écouté s'y conforment. Ils s'y conforment dans leur, à la fois dans leur perception d'eux-mêmes et à la fois dans leur attitude, dans leur comportement et même dans la lecture de ce qu'il arrive, de ce qui leur arrive. Parce que vous comprenez bien qu'à la limite, on pourrait dire que si j'annonce à quelqu'un quelque chose, il lui arrive ceci ou cela, il pourra toujours dire mais oui, c'est ce quelque chose-là qui est arrivé. Puisque c'est une question d'interprétation. Donc, voyez-vous, on n'en sort pas. Et moi, j'ai l'impression, en discutant avec ces astrologues aujourd'hui, qu'ils ne sont absolument pas conscients de ce qui se passe dans la consultation, des attentes de la consultation, du rôle réel de l'astrologie dans la consultation. Et donc, par conséquent, il y a un problème de maîtrise de son domaine qui est tout à fait fâcheux.